Je m'appelle Sophie Dubois, j'ai 28 ans, et ma famille m'a toujours traité comme une ombre. Mon frère, l'enfant chéri, un avocat brillant, ne pouvait rien faire de mal. Et moi? Je me suis dévoué corps et âme pour maintenir la cohésion familiale, sacrifiant mes propres rêves, essayant toujours de les rendre fiers. Mais pour eux, ce n'était jamais assez. Ils souriaient à mon frère, lui tapaient dans le dos avec fierté, tandis que je ne recevais que des regards froids et des mots plus acerbes. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme lui » disaient-ils, leur voix me transperçant comme des lames. J'ai tout encaissé, je suis restée silencieuse, croyant qu'un jour il finirait par me voir. Puis le mariage de mon frère a approché. On m'a confié la responsabilité de tout rendre parfait, de gérer chaque détail, de veiller à ce que rien ne tourne mal. Je pensais que peut-être, juste peut-être, cette fois, il me remarquerait. Mais j'avais tort. La veille du grand jour, nous étions assis autour de la table du dîner. Mon frère a exigé plus, des orchestres somptueux, des fleurs importées, des choses que je ne pouvais tout simplement pas fournir. J'ai dit non. Et c'est là que mes parents ont explosé. Leurs mots m'ont frappé comme un coup que je n'avais jamais vu venir. Le plus beau cadeau pour le mariage de ton frère, c'est que tu disparaisses de cette famille pour toujours. La pièce est devenue silencieuse. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas supplié. Je me suis levé, j'ai pris mes clés et je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi comme un point final définitif. Le jour du mariage est arrivé. Tout semblait parfait jusqu'à ce que tout s'effondre en un clin d'œil. Si c'était vous, seriez-vous resté pour assister à la scène ou seriez-vous parti pour toujours? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais connaître votre réponse. Quelques années plus tôt, j'étais une responsable marketing indépendante avec de grands rêves. Je venais de décrocher un contrat avec une grande chaîne de supermarchés, 37 000 € pour moderniser leur campagne publicitaire régionale. C'était mon billet pour l'indépendance, une chance de me faire un nom dans un secteur impitoyable. Mais c'est alors que l'épicerie de ma famille à Rouen, en Normandie, a touché le fond. Les factures s'accumulaient, les fournisseurs ne rappelaient plus et mes parents se noyaient sous les dettes. La voix de ma mère s'est brisée au téléphone, me suppliant de les aider. Mon père, habituellement stoïque, a admis qu'il risquait de tout perdre. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Alors, j'ai renoncé au contrat. J'ai appelé le représentant du supermarché, j'ai annulé l'accord et j'ai consacré chaque once de mon énergie à sauver notre magasin. J'ai conçu une campagne marketing à partir de zéro, publicité à la radio locale, prospectus dans chaque boîte aux lettres, et même les premières publications sur les réseaux sociaux via des plateformes rudimentaires. J'ai négocié avec les fournisseurs, charmé les clients et réduit les coûts. En quelques mois, la fréquentation a doublé. Le chiffre d'affaires du magasin a grimpé et nous avons remboursé les pires dettes. Je travaillais la nuit à peaufiner des slogans, à concevoir des affiches, croyant que cela les amènerait enfin à me voir. Mais ce ne fut pas le cas. Ma mère, Jocelyne Roy, et mon père, Jean-Pierre Roy, ont convoqué une réunion de famille un soir. Je m'attendais à de la gratitude, peut-être un signe de tête pour nous avoir sortis de là. Au lieu de cela, ils ont confié les rênes du magasin à mon frère, Benoît Dubois. Il est avocat, a dit ma mère, les yeux brillants de fierté. Il a la tête pour ça. Benoît, qui n'avait pas levé le petit doigt, qui avait passé ses mois dans son cabinet d'avocat, était maintenant aux commandes. Mon père a hoché la tête en évitant mon regard. C'est pour le mieux, a-t-il dit. Je suis resté là, abasourdi, la poitrine serrée. Benoît a eu un sourire narquois, ajustant sa cravate, planifiant déjà des changements à ma campagne. Tu t'en es bien sorti, Sophie, a-t-il dit, son ton dégoulinant de condescendance. Bien sorti? J'avais sauvé leur héritage. J'avais sacrifié mon avenir. Mais pour eux, je n'étais que la remplaçante, celle qui comblait les vides. Ma mère n'arrêtait pas de louer la vision de Benoît comme si mon travail n'était rien. Mon père n'a même pas levé les yeux de sa tasse de café. Je voulais crier, exiger qu'il reconnaisse ce que j'avais fait, mais je ne l'ai pas fait. J'ai ravalé ma peine, j'ai forcé un sourire et j'ai continué. Tard le soir au magasin, je réorganisais les étagères, mettais à jour les publicités n'importe quoi pour rester utile. Je me disais qu'il finirait par le remarquer. Si je travaillais plus dur, si je faisais davantage mes preuves, il verrait ma valeur. Peut-être qu'à un dîner de famille, ma mère dirait enfin, tu nous as sauvés. Peut-être que mon père me taperait sur l'épaule,
et non sur celle de Benoît. Nicolas Martin, mon meilleur ami depuis l'université, a tout compris. Nous nous retrouvions dans un restaurant et il secouait la tête en écoutant mes histoires. Ils sont aveugles, Sophie, a-t-il dit un soir, en sirotant son café. Tu te tues à la tâche pour des gens qui s'en fichent. J'ai balayé sa remarque, mais ces mots sont restés gravés en moi. Je ne pouvais pas cesser d'espérer, je ne pouvais pas arrêter d'essayer de gagner leur respect. Alors, je suis resté, me consacrant à leur monde, croyant qu'un jour ils m'apprécieraient à ma juste valeur. Le magasin a prospéré grâce à ma campagne. Les clients remplissaient les allées. Les caisses enregistreuses ronronnaient et les fournisseurs sont revenus. Mais chaque fois que j'entrais, je voyais le nom de Benoît sur la porte du bureau du directeur. Mes parents l'appelaient pour discuter de stratégie pendant que j'étais laissé à réapprovisionner les étagères. Bon travail, a dit ma mère une fois, d'un air distrait, comme si j'avais passé la serpillière et non sauvé leur commerce. Benoît arrivait en coup de vent, lançant des idées que j'avais déjà mises en œuvre, et il hochait la tête comme s'il les avait inventées. J'attendais toujours un merci, un vrai. Je continuais à penser que ce serait peut-être pour la prochaine fois. Peut-être que si j'en faisais plus, il me verrait comme plus que l'enfant de second rang. Alors j'ai continué à avancer, ignorant la douleur dans ma poitrine, espérant le jour où il dirait enfin que j'étais assez. Quelques mois plus tard, j'étais plongé jusqu'au cou dans l'organisation du mariage de mon frère. Benoît devait épouser Laura Normand, sa fiancée, et mes parents m'ont confié les rênes pour que cela se réalise. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais le temps ou l'argent, ils s'attendaient simplement à ce que je livre la marchandise. Je travaillais en tant que responsable marketing indépendante, joignant les deux bouts avec difficulté, mais j'ai puisé dans mes économies 9 500 € pour couvrir les acomptes des fournisseurs, du lieu de réception, de tout. Je voulais que ce soit parfait, non pas pour Benoît, mais pour prouver que je pouvais faire quelque chose qu'ils apprécieraient. J'ai passé des semaines à appeler les traiteurs, les fleuristes et les photographes, à régler chaque détail. J'ai choisi un menu poulet rôti, purée de pommes de terre à l'ail, salade d'été pour respecter le budget. J'ai rencontré des fournisseurs à Rouen, négociant pour maintenir les coûts bas, vérifiant 2 fois les contrats pour éviter les erreurs. Mais Benoît avait d'autres idées. Il ne voulait pas seulement un mariage, il voulait un spectacle grandiose. Trouve un quatuor à cordes de Paris, a-t-il exigé un matin au petit déjeuner, en faisant défiler son téléphone. Et ces orchidées rares de l'étranger. Laura les a vues dans un magazine. J'ai expliqué que le budget était serré, que mes économies étaient déjà à bout. Il a levé les yeux au ciel. Tu fais toujours des économies de bout de chandelle, Sophie. Fais en sorte que ça arrive. Ma mère, Jocelyne, est intervenue en sirotant son café. Il a raison. C'est son jour. Ne gâche pas tout. Mon père, Jean-Pierre, s'est contenté de hocher la tête en parcourant son journal. Leurs paroles m'ont blessé, mais j'ai continué, pensant qu'un mariage sans faille finirait peut-être par leur valoir leur respect. Je travaillais tard le soir, envoyant des courriels aux fournisseurs, ajustant les plans. J'ai trouvé un groupe local prêt à jouer pour moins cher et j'ai réservé des roses standards au lieu de fleurs importées. Chaque choix était calculé pour équilibrer les exigences de Benoît avec la réalité. Mais il continuait d'insister. Un après-midi, il a appelé, insistant pour avoir un disque jockey célèbre de Lyon. Ce n'est que quelques milliers de plus, a-t-il dit, comme si de rien n'était. Je lui ai rappelé que je finançais moi-même la moitié du mariage. Débrouille-toi, a-t-il lâché sèchement en raccrochant. Jocelyne a entendu et a secoué la tête. Pourquoi ne peux-tu pas simplement faire ce qu'il veut, a-t-elle dit. Jean-Pierre a levé les yeux, marmonnant, ne gâche pas ça pour lui. Je me sentais méprisé, comme si mes efforts étaient invisibles. J'avais passé des heures à coordonner, à sacrifier mes propres projets pour concrétiser leur vision. Pourtant, à chaque étape, il critiquait. Lors d'un déjeuner de famille, Jocelyne a relevé une faute de frappe dans le brouillon de l'invitation que je lui avais montré. Négligent, a-t-elle dit en le jetant de côté. Benoît a souri d'un air suffisant, ajoutant, typique de Sophie. Je voulais répliquer, leur dire à quel point je portais tout sur mes épaules, mais je me suis mordu la langue. J'ai continué à peaufiner le plan de table, à confirmer les livraisons, espérant qu'ils verraient le travail derrière tout ça. Nicolas a remarqué à quel point cela m'affectait. Nous nous sommes retrouvés dans un café à Rouen un soir, et je me suis plaint des exigences sans fin de Benoît. Il veut une sculpture de glace personnalisée maintenant, ai-je dit, épuisé.
Nicolas s'est penché en avant, la voix ferme. Sophie, tu te plies en quatre pour des gens qui ne t'apprécient pas, défends-toi. J'ai haussé les épaules en remuant mon café. Si j'y arrive, peut-être qu'ils me verront enfin. Il a secoué la tête, peu convaincu. Ils ne le feront pas. Tu vaux plus que leur approbation. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai continué, appelant le lieu de réception tous les jours, m'assurant que le linge de table était parfait, que le gâteau était commandé. J'ai même versé un acompte supplémentaire pour garantir un générateur de secours, au cas où. Mes économies fondaient, mais je me disais que ça en valait la peine. Si je pouvais offrir à Benoît sa journée parfaite, peut-être que Jocelyne me sourirait pour une fois. Peut-être que Jean-Pierre dirait autre chose que « ne gâche pas tout ». J'ai tout mis dans le mariage, croyant que c'était ma chance de briller. Les exigences de Benoît ne cessaient de s'intensifier. À un moment donné, il m'a envoyé par texto un lien vers un service de traiteur de luxe, insistant sur des amuse-gueules au caviar. Je l'ai appelé pour lui expliquer que cela ferait exploser le budget. « Tu me mets dans l'embarras », a-t-il dit, la voix froide. Jocelyne a entendu lorsque je suis passé à la maison, et elle a soupiré. « Fais simplement ce qu'il demande, Sophie. Ce n'est pas si difficile. » Jean-Pierre a hoché la tête, sans lever les yeux de sa télévision. Leur mépris me brûlait, mais j'ai continué à travailler, à ajuster les plans, espérant que le mariage changerait la façon dont ils me voyaient. La veille du mariage, j'étais assise à la table de la salle à manger de notre famille à Rouen, l'atmosphère était lourde de tension. Ma mère avait préparé son rôti habituel, mais personne ne mangeait. Benoît était adossé à sa chaise, faisant défiler son téléphone pendant que sa fiancée, Laura, picorait dans son assiette. Mon père sirotait son vin, levant à peine les yeux. J'avais passé des mois à planifier le mariage de Benoît, y investissant 9 500 € de mes économies. Mais ce soir-là semblait différent, comme si une tempête se préparait. Je me suis préparé, espérant une soirée tranquille. Benoît a rompu le silence. « Sophie, nous devons améliorer le menu », a-t-il dit, sans lever les yeux. « Ajoute des queues de homard et ce champagne millésimé de la Champagne. Oh, et engage ce photographe de Paris, celui qui a couvert le gala du gouverneur. » Je l'ai regardé fixement, ma fourchette figée. Des queues de homard, du champagne à 450 € la bouteille, un photographe facturant 2800 € par jour. J'avais déjà poussé mes économies à la limite en couvrant la moitié des frais du mariage. « Benoît, je ne peux pas », ai-je dit, en gardant ma voix stable. J'ai déjà tout payé, le lieu, l'orchestre, les fleurs. Il n'y a plus d'argent. Il a ricané, jetant son téléphone sur la table. Tu es toujours aussi radine, Sophie. C'est mon mariage. Fais en sorte que ça arrive. Jocelyne a posé son verre brutalement, ses yeux se plissant. Il a raison, a-t-elle dit. C'est un jour unique dans une vie. Pourquoi es-tu si égoïste? Jean-Pierre a levé les yeux, sa voix rauque. Ne gâche pas ça pour ton frère. Ma poitrine s'est serrée, leurs mots coupant plus profondément que je ne l'avais prévu. J'avais tout donné, mon temps, mon argent, mon énergie, et il me voyait toujours comme le problème. J'ai essayé d'expliquer. J'ai dépensé 9 500 € de mes propres économies. Le budget est au maximum. Le homard et un photographe célèbre ne sont pas possibles. Benoît a levé les yeux au ciel en se penchant vers Laura. Tu vois? Je t'avais dit qu'elle lésinerait sur les moyens pour nous. Laura est restée silencieuse, évitant mon regard. Jocelyne a croisé les bras, sa voix acérée. Tu as toujours été comme ça, Sophie. Jamais à la hauteur quand ça compte. Jean-Pierre a hoché la tête, ajoutant, Benoît mérite mieux que tes efforts faits à contre-cœur. À contre-cœur? J'avais travaillé la nuit, négocié avec les fournisseurs, rendu possible le mariage de leurs rêves. Mais pour eux, ce n'était rien. Je me suis défendu, la voix s'élevant. J'ai payé la moitié de ce mariage. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. Je ne peux pas continuer à y verser de l'argent que je n'ai pas, Benoît a souri d'un air narquois en secouant la tête. Alors peut-être que tu ne devrais pas être impliqué du tout, a-t-il dit. Jocelyne s'est penchée en avant, les yeux froids. Tu sais quoi, Sophie? Le plus beau cadeau pour le mariage de ton frère, c'est que tu disparaisses de cette famille pour toujours. La pièce est devenue silencieuse. Jean-Pierre n'a pas sourcillé, se contentant de fixer son assiette. Laura s'est agitée,
mal à l'aise, sans rien dire. Mon cœur battait la chamade, leurs mots résonnant comme une gifle. Disparaître. Après tout ce que j'avais fait. Je voulais crier, énumérer chaque sacrifice que j'avais fait. Mais leur visage, le regard furieux de Jocelyne, l'indifférence de Jean-Pierre, le sourire suffisant de Benoît me disaient que cela n'aurait aucune importance. Ils l'avaient choisi. Encore une fois. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Très bien, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Si c'est ce que vous voulez. J'ai attrapé mon sac à main, mes clés cliquetant dans ma main. Ne fais pas de scène, Sophie, m'a lancé Jocelyne. Mais j'en avais assez d'écouter. Je suis sorti, la porte claquant derrière moi, le son sec et définitif. Dehors, l'air froid et étrange de Rouen m'a frappé le visage. Mais je sentais un feu à l'intérieur. Je leur avais tout donné, mes économies, mon temps, mon espoir, et ils me l'avaient jeté à la figure. Assise dans ma voiture, j'ai agrippé le volant, mon esprit s'emballant. Ils voulaient que je parte. Très bien. Mais je n'allais pas disparaître en silence. J'avais passé des mois à construire leur journée parfaite pour qu'on me dise que j'étais le problème. C'en était fini. Je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. Mais une chose était claire, j'en avais fini d'être leur paillasson. J'ai démarré le moteur, ma détermination se renforçant. Demain, ils verraient ce qui se passe quand j'arrête de porter leur fardeau. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec leurs mots brûlants encore dans mes oreilles. Je me suis assise sur mon lit en regardant mon téléphone, l'application de mon compte d'épargne ouverte. 9 500 €, tout mon pécule était bloqué dans des acomptes pour le mariage de Benoît. Traiteur, fleuriste, l'orchestre, tout payé de ma poche pour rendre leur journée parfaite. Mais après le dîner de la veille, leur exigence que je disparaisse pour toujours a tout changé. Je n'allais plus les laisser me marcher dessus. J'ai commencé à appeler les fournisseurs. D'abord, le traiteur. Annuler la commande, ai-je dit, la voix stable. Je retire la compte. La femme au bout du fil a hésité, s'interrogeant sur les pénalités, mais je m'en fichais. Ensuite, le fleuriste. Pas de rose, pas de centre de table, lui ai-je dit. Rembourser mon paiement. L'orchestre était le dernier. Ils avaient déjà encaissé mon chèque, mais j'ai exigé une rétrofacturation. À midi, j'avais récupéré la majeure partie de mes 9 500 €, laissant le mariage dépouillé de tout. Pas de fleurs, pas de musique, pas de nourriture. Je ne ressentais aucune culpabilité, seulement de la détermination. Ils voulaient que je parte. Je leur donnerais un mariage qu'ils n'oublieraient jamais. Dans l'après-midi, le chaos a éclaté sur le lieu de réception. Les invités sont arrivés devant des tables vides. Pas d'orchestre, pas de bouquet en vue. Laura, la fiancée de Benoît, se tenait dans sa robe, stupéfaite, tandis que les parents chuchotaient, confus. Benoît, le visage rouge, criait sur le personnel du lieu, qui n'avait aucune réponse. Jocelyne m'a appelé, sa voix stridente sur ma messagerie vocale. « Sophie, qu'as-tu fait ? Tu as tout ruiné. » Jean-Pierre a laissé un message aussi, le ton froid. « Tu es une honte pour cette famille. » Je n'ai pas rappelé. Leurs accusations ne m'ont pas ébranlé. J'en avais assez entendu. Ce soir-là, Benoît s'est exprimé sur un forum en ligne, un tableau d'affichage local de Rouen bourdonnant de ragots. Ma sœur a saboté mon mariage, a-t-il posté, ses mots dégoulinant de venin. Elle est jalouse, méchante, et a ruiné le plus beau jour de ma vie. Il m'a dépeinte comme la méchante, prétendant que j'avais délibérément saboté son grand moment. Les commentaires se sont accumulés, certains de voisins que je connaissais depuis des années, me traitant d'égoïste, de déséquilibré. Jocelyne est intervenue, répondant au message de Benoît. Elle a toujours causé des problèmes. Jean-Pierre n'a rien posté, mais je savais qu'il était d'accord. Leurs mensonges se sont répandus comme une traînée de poudre, tordant la vérité pour sauver la face. J'étais assise dans mon appartement à lire les messages, l'estomac noué. Une partie de moi voulait riposter, révéler comment j'avais financé la moitié du mariage de leurs rêves, comment ils avaient exigé plus que ce que je pouvais donner. Mais à quoi bon ? Ils n'admettraient jamais qu'ils avaient tort. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements à Annecy, en Haute-Savoie. J'y étais allé une fois, j'avais adoré les montagnes tranquilles, le nouveau départ que cela promettait. Rouen ne représentait plus rien pour moi,
juste une famille qui me considérait comme jetable. J'ai appelé un agent immobilier pour me renseigner sur les locations. Quelque chose de petit, ai-je dit. Je repars à zéro. Nicolas est passé ce soir-là, le visage sombre. Ils te démolissent en ligne, a-t-il dit, me montrant le message de Benoît sur son téléphone. Ça va? J'ai hoché la tête, bien que mes mains tremblent. J'en ai fini avec eux, lui ai-je dit. Il n'a pas insisté. Il s'est simplement assis avec moi pendant que je faisais quelques cartons des livres, mon ordinateur portable. Tu es plus forte qu'il ne le pense, a-t-il dit avant de partir. Ces mots sont restés avec moi, une petite encre dans la tempête. À minuit, j'avais réservé un aller simple en bus pour Annecy pour la semaine suivante. L'effondrement du mariage était de leur faute. Ils m'avaient poussé trop loin. Le message vocal de Jocelyne a rejoué dans mon esprit, sa voix me blâmant pour leur embarras. Le ton froid de Jean-Pierre a résonné, me qualifiant de honte. Le message de Benoît, avec ses mensonges, était le plus douloureux. Mais je n'allais pas rester pour combattre leur version des faits. Je leur avais tout donné, mon argent, mes efforts, mon espoir, et ils avaient tout jeté. Maintenant, je me choisissais, moi. Des semaines après le chaos, je me tenais dans mon petit bureau de Rouen, emballant mes dernières affaires. J'avais monté une modeste entreprise de marketing indépendante au fil des ans, une activité secondaire qui rapportait juste assez pour me maintenir à flot. Ce n'était pas grand-chose, juste une pièce louée avec un bureau, un ordinateur et quelques dossiers clients. Mais c'était à moi. J'avais décidé de la vendre. Une agence locale a offert 23 000 € pour ma liste de clients et mes contrats. J'ai signé les papiers sans hésitation, le stylo stable dans ma main. Cet argent, plus les 9 500 € que j'avais récupérés du mariage, était mon billet de sortie. J'ai aussi pris une décision plus difficile. Pendant des années, je m'étais investi dans l'épicerie de ma famille, d'abord avec la campagne marketing qui l'a sauvée, puis avec un investissement de 4 500 € de mes économies pour la maintenir en activité. J'avais géré les stocks, négocié avec les fournisseurs et tenu les comptes. Mais après leur trahison, c'était fini. J'ai contacté la banque et retiré mon investissement, jusqu'au dernier centime. Je n'ai pas appelé Jocelyne ou Jean-Pierre pour les prévenir. Ils avaient fait leur choix en me disant de disparaître. Sans mon argent et ma gestion, les fissures du magasin, celles que j'avais colmatées pendant des années, allaient s'ouvrir en grand. À la fin du mois, j'étais dans un bus pour Annecy, en Haute-Savoie. Mes affaires tenaient dans 2 valises, des vêtements, un ordinateur portable, quelques livres. Les montagnes se profilaient derrière la fenêtre, leurs promesses tranquilles me tirant vers l'avant. J'avais loué un petit appartement en centre-ville. Rien d'extraordinaire, juste un 2 pièces avec vue sur les sommets des Aravis. La première nuit, je me suis assise sur le sol nu à manger un plat à emporter, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Rouen était derrière moi. Jocelyne, Jean-Pierre, Benoît, et leur venin aussi. Le magasin familial n'a pas duré longtemps après mon départ. Nicolas m'envoyait des nouvelles par texto, ses messages directs. Les fournisseurs ont cessé de livrer lorsque les paiements ont été interrompus. Les clients se sont raréfiés, rebutés par les étagères vides. Benoît, à qui on avait confié les rênes, a raté chaque décision. Jocelyne a essayé d'intervenir, mais elle ne pouvait pas gérer la logistique que j'avais maîtrisée. Jean-Pierre s'est simplement retiré, blâmant tout le monde. En quelques semaines, le magasin a fait faillite, ses portes fermées pour de bon. Nicolas a écrit, « Il s'effondre sans toi ». Je n'ai pas répondu. Leur échec n'était plus mon fardeau. À Annecy, j'ai tout recommencé. J'ai accepté des missions de marketing en freelance, de petits contrats pour des boutiques locales, créant des publicités pour des torréfacteurs de café et des magasins de mode. Le travail était régulier, mes compétences affûtées par des années de labeur. Je suis resté seul au début, méfiante des nouveaux visages, mais la chaleur de la ville m'a attiré. Un matin, je suis entré dans une boulangerie du centre-ville, attiré par l'odeur du pain frais. Sylvie Bernard, la propriétaire, m'a accueilli avec un large sourire. Elle avait la cinquantaine, son tablier saupoudré de farine, son rire assez fort pour remplir la pièce. « Vous avez l'air nouvelle par ici », a-t-elle dit en me glissant un croissant gratuit sur le comptoir. Nous avons commencé à discuter. Je lui ai dit que je venais d'emménager, omettant les détails compliqués. Sylvie n'a pas été indiscrète, elle a simplement partagé ses propres histoires, comment elle avait ouvert la boulangerie après un divorce,
en reconstruisant à partir de zéro. Il faut du cran pour repartir à zéro, a-t-elle dit, les yeux bienveillants. Elle m'a invité à une rencontre d'entrepreneurs locaux, me présentant à des propriétaires de magasins qui avaient besoin d'aide en marketing. J'ai décroché 2 clients cette semaine-là, grâce à elle. Sylvie est devenue une partie intégrante de mes journées, café à sa boulangerie, conversation sur la vie, sa présence stable me servant de point d'ancrage. Je n'ai pas eu de nouvelles de Jocelyne ou de Jean-Pierre. Benoît a envoyé un courriel furieux m'accusant d'avoir coulé l'entreprise familiale. « Tu es égoïste », a-t-il écrit, comme si je ne l'avais pas maintenu en vie pendant des années. Je l'ai supprimé sans répondre. Laura est restée silencieuse, probablement prise dans l'orbite de Benoît. J'ai repensé aux mots de Nicolas à Rouen, « Tu es plus forte qu'il ne le pense ». Il avait raison. À Annecy, je n'étais pas l'ombre que j'avais été à Rouen. Je construisais quelque chose de nouveau, des clients, des relations, une vie qui me semblait mienne. Un soir, Sylvie m'a invité à sa boulangerie après la fermeture. Nous nous sommes assises avec des tasses de thé, l'odeur des brioches à la cannelle flottant dans l'air. « Tu sembles différente », a-t-elle dit. « Tu t'installes. » J'ai hoché la tête, réalisant que je n'avais pas pensé à Rouen depuis des jours. Pour la première fois, je me sentais libéré d'un fardeau, comme si je pouvais respirer sans porter leurs attentes. Annecy était mon nouveau départ, et avec l'aide de Sylvie, je trouvais ma place. Je ne regardais pas en arrière. Des mois plus tard, Annecy était devenu mon sanctuaire. Mais les répercussions de Rouen se faisaient encore sentir. L'épicerie familiale, autrefois le cœur du monde de mes parents, avait disparu, ses fenêtres closes symbolisant leur déclin. Jocelyne et Jean-Pierre faisaient face à une nouvelle et dure réalité. Leurs économies ont fondu, les forçant à vendre leur maison et à emménager dans un appartement exigu en périphérie de Rouen. Les voisins qui les saluaient chaleureusement autrefois évitaient maintenant leur regard, leur réputation ternie par la faillite du magasin. Benoît ne s'en sortait pas mieux. Son charme, autrefois suffisant pour lui obtenir des faveurs, ne pouvait masquer sa mauvaise gestion. Il avait pris un emploi dans une quincaillerie, mais les clients chuchotaient sur son rôle dans la chute de la famille. Son arrogance n'avait plus de poids. Laura, sa fiancée, s'est éloignée, leur fiançailles se dissolvant discrètement sous la pression. La vie qu'ils avaient construite sur une gloire empruntée s'était effondrée. Je ne m'attardais pas sur leurs difficultés. Annecy était ma priorité, un endroit où je pouvais reconstruire sans leurs ombres. Mon entreprise de marketing indépendante prenait racine. J'avais obtenu des contrats avec 5 entreprises locales, une brasserie, une librairie, une galerie d'art, un café et un magasin d'équipements de randonnée. Mes journées étaient remplies de conception de logos, de rédaction de textes publicitaires et de présentation de campagnes autour d'un café dans les cafés animés du centre-ville. Mon revenu oscillait autour de 2800 € par mois, assez pour mon modeste appartement, les courses et des petits plaisirs occasionnels, comme un billet de concert ou une nouvelle paire de chaussures de randonnée. Chaque projet semblait être une brique dans les fondations d'une vie que je me construisais. Nicolas est resté une présence constante, même à des kilomètres de distance. Il appelait toutes les quelques semaines, sa voix chaleureuse crépitant sur la ligne. « Rouen n'est plus la même sans toi », a-t-il dit une fois, puis il a ri. « Mais tu déchires tout là-bas. » Il envoyait des photos de ses derniers projets de menuiserie, de petites attentions qui maintenaient notre amitié vivante. Ces encouragements me rappelaient la force que j'avais oubliée. Sylvie, la propriétaire de la boulangerie, était mon point d'ancrage à Annecy. Sa boutique, avec ses tables en bois confortables et son odeur de pâtisserie fraîche, était l'endroit où je développais des idées ou me détendais après de longues journées. Elle me glissait un muffin gratuit en disant « du carburant pour le labeur ». Sa confiance en moi simple, inébranlable m'a aidé à me voir comme plus que la fille qui n'avait jamais été assez. Puis est arrivée la lettre de Jocelyne. Elle est arrivée un matin frais, son écriture tremblante sur l'enveloppe. Elle prétendait qu'on lui avait diagnostiqué une maladie grave, me suppliant de retourner à Rouen pour l'aider, elle et Jean-Pierre, à se reconstruire. Les mots étaient lourds de culpabilité, me dépeignant comme la clé de leur salut. Je l'ai lu 2 fois, l'estomac noué. Sylvie, en essuyant son comptoir, a vu mon visage et a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai tendu la lettre. Elle l'a parcourue, le front plissé. « Ça sent la manipulation à plein nez », a-t-elle dit en la jetant de côté. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Sa franchise a dissipé mes doutes. J'avais déjà vu les tactiques de Jocelyne, utilisant la pitié pour tirer les ficelles.
Nicolas, quand je l'ai appelé, était d'accord. Elle essaie de te faire revenir, a-t-il dit. Ne tombe pas dans le panneau. Je ne suis pas tombé. J'ai écrit une seule réponse, courte et définitive, je vous souhaite le meilleur, mais je ne reviendrai pas. Je l'ai posté et j'ai bloqué leur numéro. Les couper de ma vie n'a pas été facile. Une partie de moi aspirait encore à la famille que j'aurais voulu qu'ils soient, mais je savais que rester attaché à leur chaos ne ferait qu'éroder la paix que j'avais trouvée. Sylvie a hoché la tête quand je lui ai dit, les yeux fiers. Tu te choisis, toi, a-t-elle dit en me servant un café. C'est la chose la plus difficile et la plus courageuse. Nicolas a fait écho à ses paroles lors de son appel suivant, en disant, tu es libre maintenant. Ne regarde pas en arrière. Leur soutien, constant et réel, m'a donné le courage de lâcher prise. À Annecy, je construisais plus qu'une carrière. J'ai rejoint un groupe de randonnée locale, parcourant des sentiers comme le Semnoz, où les montagnes s'étendaient, infinies et sauvages. J'ai recommencé à peindre, un passe-temps que j'avais abandonné à Rouen, remplissant des carnets de croquis de paysages à l'aquarelle. Mon appartement est devenu un foyer, des plantes sur le rebord de la fenêtre, un tapis d'un marché local, une étagère de livres que j'avais enfin le temps de lire. J'ai décroché un gros contrat avec un office de tourisme régional, une campagne de 6 mois qui a doublé mes revenus. Le travail était exigeant, mais chaque nuit passée à peaufiner des slogans me semblait être une preuve de ma valeur. Un soir, à la boulangerie de Sylvie, j'étais assise avec elle et quelques-uns de ses habitués, riant aux éclats en écoutant des histoires sur les festivals originaux d'Annecy. Un client est passé, me remerciant pour une campagne qui avait augmenté la fréquentation de sa boutique. J'ai souri, ressentant une chaleur que je n'avais pas connue à Rouen. La leçon commençait à faire son chemin, ma valeur n'était pas liée à ce que je faisais pour Jocelyne, Jean-Pierre ou Benoît. Elle résidait dans la vie que je créais, les clients qui me faisaient confiance, les amis qui me soutenaient et les moments tranquilles où je me sentais entière. Annecy n'était pas seulement un nouveau départ. C'était là que j'ai appris à me tenir droite, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même.